Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour Madame Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes en effet le monsieur retraite du gouvernement. Or, l'épreuve de force se rapproche. Je veux parler du 5 décembre, mais l'épreuve, ou plutôt l'heure de vérité, approche aussi, puisqu'on croit comprendre qu'est venu, viendra avant Noël, le temps des décisions, des premières décisions sur cette réforme dont on parle maintenant depuis longtemps et dont vous vous occupez depuis plus de 2 ans et demi. Le Premier ministre, mercredi, a commencé, Jean-Paul Delevoye, à dissiper un peu le brouillard, c'est vrai, et on compte sur vous pour continuer à le faire, puisque un des enjeux à ce stade, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, c'est que les Français la comprennent. Cette réforme. Le but, un système universel avec les mêmes règles pour toutes. Question d'abord de calendrier. Le projet de loi sera présenté début 2020, a dit le Premier ministre, donc il sera soumis au Conseil des ministres avant, sur la base d'un rapport que vous allez présenter dans la foulée du 9-10 décembre, c'est ça? Et les décisions seront annoncées avant Noël. Est-ce que c'est ça le calendrier? Le calendrier est précis. Depuis le discours du Premier ministre au Conseil économique et social, il avait indiqué que la loi serait votée avant la fin de la session parlementaire du premier semestre 2020. Il a reprécisé le calendrier, puisqu'il a indiqué que moi je suis en cours de discussion avec les organisations syndicales. Nous allons accélérer un peu le calendrier et je terminerai avant le 5 mes rencontres pour faire en sorte que le 8, le 9 ou le 10, je puisse en présenter les conclusions au Premier ministre. Et de là, effectivement, avant la fin de l'année, il précisera le projet, son architecture et le passage au Parlement. Vous l'avez dit, le calendrier est un peu accéléré. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que entre avant Noël, après Noël, je trouvais, moi, qu'il était tout à fait légitime aujourd'hui, après un certain nombre de réunions. Vous savez, quand vous dites que le Premier ministre doit clarifier, en réalité, le Premier ministre s'est investi depuis très très longtemps sur ce dossier. Il y a eu énormément de réunions en séminaire gouvernemental ou en réunion ministre avec des arbitrages. Et le Premier ministre et le Président de la République ont parfaitement intégré toutes les difficultés techniques et politiques, bien sûr, puisqu'il y a 42 régimes. Mais au-delà des 42 régimes, moi j'ai 350 réunions qui se poursuivront d'ailleurs avec la totalité des organisations professionnelles pour que profession par profession, nous puissions offrir un chemin de convergence entre leurs situations actuelles et le régime universel. Pour aller vers la maison commune, comme on dit. Vers la maison commune, qui est d'ailleurs un thème, je rappelle. Ce nom n'est pas anodin. La maison commune était une résonance très forte du Conseil national de la résistance. C'était d'ailleurs une expression de la CGT de l'époque, mais aussi d'un certain nombre de gaullistes qui voulaient faire en sorte que l'universalité des droits à l'issue de la guerre, soit accompagnée de l'universalité des régimes. Alors, catégorie par catégorie, vous les avez reçus, vous allez les recevoir d'ici au 5 décembre. D'ici au 5 décembre, oui. Ce sont les syndicats que vous allez recevoir. Vous allez tous les revoir ou pas? Ou vous achetez... Comme il était prévu. Vous allez tous les revoir si vous voulez, bien sûr. Ouais. Le 10 juillet, la première étape où le président de la République a accepté que nous prenions du temps. C'est tout à fait nouveau. Et que nous puissions discuter de façon interactive avec les citoyens, les parlementaires, les journalistes et les organisations syndicales. Nous avons construit un rapport. Ce rapport, nous l'avons présenté. Une fois qu'il a été présenté, c'est sous l'autorité du Premier ministre que nous rentrons dans la deuxième phase, qui est l'élaboration de la loi. Et là, nous rencontrons à nouveau les organisations syndicales, les citoyens. Entre maintenant et le 5 décembre, Entre maintenant et le 5 décembre, ce qui était parfaitement prévu. Chacun au moins une fois. Chacun au moins une fois. Vous avez dit, j'ai présenté, et on le connaît bien, on l'a beaucoup commenté, un rapport au mois de juillet. Vous allez en présenter donc un nouveau, 9 ou 10 décembre, qui servira de base de décision au Premier ministre. Quelle est la différence? Vous allez affiner vos propositions? Il y avait différents scénarios en juillet. Dans celui de décembre, vous allez faire encore plusieurs propositions ou vous présentez une piste par enjeu, une piste par question? La première étape consistait à dire, à la demande du président de la République, pour construire un système universel, quels en devraient être les principes, les objectifs, et de dégager quelques pistes. C'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, certaines pistes sont directement inspirées de nos rencontres citoyennes et aussi de nos rencontres syndicales. Puis ensuite, à partir de ce rapport, maintenant, il faut qu'on construise la loi.
Et sur la loi, il y avait un certain nombre de questions dans mon rapport, Ouais, un certain nombre d'hypothèses. On va y venir. Et donc, sur ces hypothèses, je tirerai les conséquences de mes rencontres avec la totalité des organisations syndicales et je présenterai au Premier ministre que sur tel problème, il y a telle piste, et il appartiendra Donc, ensuite... il y aura encore plusieurs pistes et il aura le choix des arbitrages. Bien sûr, Alors, sûr. il y en a un il a esquissé au moins un arbitrage, le Premier ministre. Je crois que vous êtes d'accord, c'est que il a enterré, entre guillemets, la clause du grand-père. Autrement dit, la réforme ne sera pas reportée au calende grec. Vous confirmez ça? Ce qui est à confirmer au-delà, j'ai vu le débat, vous savez, Parce que la vous clause avez du un certain... grand-père, on rappelle, pardon, juste pour ceux qui nous entendent, c'est le principe de réserver l'application de la réforme aux seuls entrants sur le marché du travail à partir d'une certaine date. C'est ça. Oui, je dois dire que je n'aime pas du tout ce mot. Oui, mais vous n'aimez pas non plus le principe. Principe généralisé. Pour tous, c'est-à-dire la clause du grand-père Voilà, pour tous. En disant c'est important. Ce qui est important. Et ce débat avait fait occulter la détermination du président et la détermination du Premier ministre de mettre sur pied ce projet dès l'année prochaine par la loi. Et donc, le Premier ministre s'est beaucoup investi et nous allons mettre en place ce projet universel. Pourquoi ? Ce n'est pas dans un problème de rapport de force. C'est parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le système actuel est extrêmement fragile. Il est porteur de lourdes inégalités et il est porteur aussi de tensions. Vous connaissez l'état de notre société où chacun est en train de se crisper les uns par rapport aux autres. Par rapport aux défis qui nous attendent, d'un monde qui va remettre en cause peut-être certaines formes d'emploi, de profession, faire en sorte que chacun puisse défendre ses intérêts contre l'intérêt général est quelque chose qui est mortifère pour la société française. Et le régime universel a pour vocation, au contraire, de rassembler les jeunes et les âgés et de faire en sorte que l'intérêt commun l'emporte sur les intérêts particuliers. Que vous avez eu l'occasion de dire et qui est important, mais ceci posé, la réforme ne sera pas soumise au principe de la clause du grand-père pour tous. C'est enterré. Cela fait partie des hypothèses, mais sa généralisation, effectivement, est écartée. À partir de quand cette réforme sera appliquée, Jean-Paul Delevoye? Dans votre rapport, sauf erreur, elle devait démarrer en 2025. Est-ce que cette borne-là est maintenue ou pas forcément? Pas forcément. C'est-à-dire que la logique du rapport, c'est de dire, 1, les retraités ne sont pas concernés. 2, pour basculer d'un système à un autre, compte tenu de sa complexité, pendant 5 ans, les personnes à 5 ans de la retraite ne sont pas concernées par le nouveau système universel. Et nous avions donc préconisé que si la loi était votée en 2020, 5 ans plus tard, 2025, et faire en sorte que c'était la génération 63. Pourquoi ? Parce que c'était la génération qui avait 62 ans en 2025. Le Premier ministre a très clairement indiqué que peut-être qu'il y a des nécessités que nous avions nous-mêmes d'ailleurs soulevées pour des raisons techniques ou des raisons de faisabilité. Que ce soit décalé à 10, 15 ans. Vous savez, ce projet-là, c'est sur les 40, 50, 60 prochaines années. Donc, c'est pas 1 année, 2 années, 5 années près. Donc, effectivement, ce débat est sur la table. La borne est proposée dans mon rapport, mais elle peut parfaitement changer. Mais qu'est-ce que vous allez... Vous n'allez pas nous le dire ce qu'il y a dans votre rapport, je ne pense pas. Mais vous allez dire, voilà, je propose que ce soit plutôt à partir de l'année de naissance 1968, 69, 70. Ça fait partie des hypothèses. Est-ce que c'est tranché, ça, Jean-Paul? Pas du tout. Ça n'est pas arbitré. Pas du tout. Et ça le sera Vous quand? savez ce qui est intéressant? Ça le sera quand? Quand le Premier ministre arbitrera, il arbitrera en fonction des différentes hypothèses qui lui auront été présentées. Quelle est la vôtre privilégiée? Il y a plusieurs hypothèses. C'est pas que je ne veuille pas vous répondre. Il y a plusieurs hypothèses. Faut-il une date unique selon les situations? Est-ce qu'on peut avoir une diversité de situations qui amène une diversité de réponses? Donc tout est sur la table. Et ce qui est intéressant dans ce projet, au-delà de la position des uns des autres, c'est qu'il y a énormément d'intelligence, il y a énormément de temps. C'est des centaines et des centaines d'heures, y compris de discussions. Et je comprends votre impatience dans cette culture de l'instantanéité. C'est pas de l'impatience, c'est de la clarté. Par exemple, on se demande finalement, est-ce que les régimes spéciaux seront supprimés? Puisqu'il y aura une cohabitation entre plusieurs possibilités d'années de départ, d'âge de départ. Non. Est-ce que les régimes spéciaux le régime universel met un terme aux régimes spéciaux et au régime des parlementaires. Que les choses soient claires sur ce sujet. La question qui est en débat, et qui est tout à fait normale, c'est à quelles conditions, avec quel délai, et c'est normal. Si vous prenez un exemple sur les indépendants,
comment imaginer un seul instant que vous puissiez passer d'une situation où leur cotisation est à 14, 15 ou 16%, et par tous les apports que nous faisons d'une modification de l'assiette sociale, on puisse passer à 28%. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ne confondez pas. Attendez. Pour bien comprendre, les régimes spéciaux, vous nous dites qu'ils seront supprimés. Là-dessus, on est intransigeant, et ça a toujours été votre discours. Mais est-ce que les bénéficiaires de régimes spéciaux aujourd'hui pourraient avoir quand même plus de temps pour sortir des règles actuelles? Il y aura pour chaque profession, ne focalisez pas là-dessus. Non, mais attendez. Si, parce que c'est la philosophie même attendez. de la réforme. Vous êtes en train, je comprends votre impatience, ne confondez pas votre impatience et l'exigence de transition adaptée à l'acceptation sociale et à la non-remise en cause des objectifs de régime universel. J'ai 350 réunions jusqu'à la fin de l'année, sur des situations qui n'ont rien à voir entre les auxiliaires médicaux, les marins, l'Opéra de Paris. Il y a une multitude de situations. Comment voulez-vous imposer une durée, une transition, un chemin identique alors qu'il y a tant de diversité? Ce que nous avons comme objectif, c'est un régime universel dont les principes... C'est un régime universel, mais en fait, il y aura un décalage. Il y a des gens qui seront concernés à certaines dates. Madame Marchichou, il y aura une cohabitation, encore une fois, je vais essayer d'être clair parce que je vois que vous ne comprenez pas. Non, sur l'intégration des primes dans la fonction publique. Alors là, on parle de quoi? Non, attendez. Des compensations. Parce qu'il y a la question des transitions et la question des compensations. Non, pas du tout. C'est une autre chose. Alors, je vais essayer d'être clair. Le régime universel fait que les assiettes de cotisation doivent être les mêmes pour tout le monde. Vous, en tant que salarié du privé, vous payez sur la totalité de votre salaire. Oui. Les fonctionnaires doivent payer sur la totalité de leur salaire, primes comprises. La moyenne des primes des fonctionnaires, c'est de 22%. Vous imaginez un seul instant que du jour au lendemain, on fasse passer les cotisations de 100 à 122%? J'ai bien compris, Jean-Paul. Donc ça veut donc dire que pour cette situation-là, il faut que nous ayons une durée adaptable. D'accord. Entre 5 ans, 10 ans. Ben, évidemment, c'est ce que nous avons toujours dit dès le départ. Et donc pour les régimes spéciaux, excusez-moi juste... Mais je vois que vous êtes focalisé par ça, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses extrêmement importantes, mais dans l'esprit de l'opinion publique, c'est quand même important parce que c'est une promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron. Mais nous allons la tenir. Il pourrait avoir plus de temps pour sortir des règles. Mais pourquoi actuelles. Plus de temps? Il y aura, comme pour tout le monde, un temps adapté. Je vous donne deux explications. Vous appelez ça un temps adapté. Mais évidemment. Ce système est un système magnifique pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants et pour la cohésion de la nation. Et donc nous devons faire en sorte que, à l'instant du départ, je veux dire les agriculteurs que je voyais hier et qui trouvent dans ce projet quelque chose d'extrêmement important pour eux par l'augmentation du minimum contributif, etc. Voilà. Eh bien, les agriculteurs auront un temps d'adaptation qui sera totalement à partir de leur situation. Et je ne peux pas demander un temps identique pour la transformation et la transition des agriculteurs, à la transition des cheminots, à la transition des enseignants, et tout cela est sur la table. Ce sera dans la loi qui sera discutée au Parlement l'an prochain, où il y aura un principe de garantie, d'équité, de justice, et on renvoie ça évidemment aux discussions entreprise par entreprise. Le Premier ministre a très clairement exprimé la volonté, et je la partage, d'avoir une loi qui fixe les principes et qui soit aussi accompagnée d'une visibilité sur les chemins de transition. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, chacun pourra comprendre l'objectif vers lequel nous allons, le régime universel, dans ses principes, sa déclinaison, ce qu'on évoquait, système à points, système par répartition, le plus élevé des pays développés, un système dans lequel nous maintenons le niveau de solidarité et que nous corrigeons les inégalités du système actuel. On a tendance à oublier cela, c'est-à-dire que le système actuel fragilise les précaires, les temps partiels, et nous allons augmenter la solidarité vis-à-vis des femmes, des travailleurs. Bon. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement positif dans ce que nous portons. Et derrière, il y aura aussi, parce que les partenaires sociaux sont en droit de l'exiger, une visibilité sur comment allons-nous aller d'une situation à une autre, avec des temporalités adaptées sur
l'intégration des primes, sur l'intégration de telle ou telle profession indépendante, etc. Donc chacun aura la lisibilité de l'objectif et de le moyen des atteindre. Ce sera écrit dans la loi. Ce sera Mais en tout cas... pas dans le détail, j'imagine. Mais évidemment, attendez, la loi ne doit pas être bavarde, mais les principes doivent être actés et tout doit se faire dans la transparence, dans la clarification des objectifs et des moyens. Des engagements. On ne peut pas entrer dans le détail, mais par exemple, le Premier ministre a évoqué le cas des enseignants qui, c'est vrai, sont pénalisés par le nouveau calcul et qui, en plus, ont très peu de primes par rapport à d'autres fonctionnaires qui seront intégrés. Donc là, dans le texte, il y aura écrit noir sur blanc qu'il y aura des garanties et tout ça sera négocié par Jean-Michel Blanquer avec les syndicats. C'est comme ça que ça va se passer. En résumé, parce qu'il y a 2-3 questions encore très importantes. Oui, mais attendez, ne simplifiez pas trop les choses. Ouais. Quelle est la situation des enseignants? Ils ne sont pas pénalisés. Ils sont pénalisés si nous appliquons sans correction le système. Aujourd'hui, le niveau moyen des primes de la fonction publique, c'est de 22%. Le niveau moyen des primes des enseignants, c'est 9%. Et donc, on voit bien que si l'on appliquait sans correction, ceci poserait une injustice. Deuxièmement, les enseignants sont des cadres A. Or, un cadre A qui n'est pas enseignant fait toute sa carrière avec 30% de primes. L'enseignant avec 9%. En moyenne, celui de l'école maternelle fait 4%. Donc, vous voyez bien que c'est une opportunité, ce régime universel, pour repenser toute la gestion des ressources humaines de la fonction publique avec un contrat qui n'est plus « je vous paye en dessous de la normale et je vous donne un petit coup de pouce pour la retraite », c'est comment faire en sorte que nous vous payions normalement et que vous ayez une retraite normale. Or, ce sujet des enseignants ne doit pas cacher le vrai défi aujourd'hui de l'attractivité d'un certain nombre de métiers. Je recevais les marins hier, ils ont un problème d'attractivité. Madame Buzyn est très soucieuse de l'attractivité pour le monde de la santé. Et nous devons faire en sorte aujourd'hui que les contrats que nous proposons ne soient plus des contrats aussi déséquilibrés. Donc, nous devons vous payer normalement pour une retraite normale. Donc dans la loi qui sera écrite au début de l'année 2020, il y aura un objectif de garantie et les détails seront négociés ensuite. Évidemment, l'état d'esprit, par ministère. L'état d'esprit, c'est ce que je suis en train de faire. Je reçois, à la demande du Premier ministre, ministère par ministère, toutes les professions concernées. Et ensuite, avec les équipes du ministre et mes équipes, nous continuons à travailler pour justement, profession par profession, être dans la transparence, dans la clarification des objectifs et la clarification des moyens pour les atteindre. Le point d'arrivée, en termes de calendrier de ce travail-là, c'est ? Probablement début d'année, puisque ça peut être en parallèle. Il y aura. Vous avez le temps de faire tout ça. C'est pas, on aura le temps. On prend le temps de faire tout ça parce qu'il est évident que sur une telle transformation, il faut de la confiance. Il faut qu'on réembarque la confiance des jeunes. D'où le débat que j'aurai tout à l'heure avec Gabriel Attal, parce que j'ai besoin de voir comment les jeunes réagissent. Et vous serez à Créteil avec des jeunes, avec effectivement votre jeune confrère, pour parler des jeunes. On va aborder leurs inquiétudes, mais justement, vous avez toujours dit, Jean-Paul Delevoye, qu'il était impossible de mettre en œuvre la réforme sans qu'il y ait un équilibre des comptes. Est-ce que des comptes des caisses de retraite, est-ce que c'est si important que ça dans le fond? Est-ce qu'on peut envisager que la réforme soit votée, qu'elle soit mise en place et que la recherche de l'équilibre ça se fasse après? Même l'OCDE le suggère. C'est très intéressant votre remarque. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire, écoutez, c'est très bien, je comprends que vous ayez le souci de bâtir cela pour les enfants et les petits-enfants, mais à la limite, s'il y a un problème à régler, il faut mieux le reporter. L'état d'esprit dans lequel nous sommes, le président de la République, le Premier ministre, et moi-même, puisque je l'ai dit dès le départ, c'est qu'il faut que nous abordions les problèmes tels qu'ils sont, sans les fuir, ni sans les reporter. Moi, ma responsabilité, c'est vis-à-vis des futures générations. Mon engagement auprès du président de la République, c'est pas de faire un but électoraliste ou d'envisager une victoire électorale ou une carrière. Je n'ai jamais eu ni plan de carrière ni visée électoraliste. Ma responsabilité, c'est d'offrir au pays et au président de la République le moyen d'offrir à nos futures générations un équilibre entre les actifs et les retraités. Et donc, dire aux jeunes, c'est le contrat que nous avons fait, nous ferons en sorte qu'il y ait une règle d'or dans le système universel où il n'y aura pas de déficit. Le poids des retraites qui pose sur vos épaules ne peut pas être ajouté à un déficit et à un endettement. Et donc, nous prendrons les mesures pour faire en sorte, très rapidement, je ferai aussi des propositions pour voir comment nous pouvons mettre en place... Vous êtes arc-bouté sur ça. Mais il ne s'agit pas d'être arc-bouté. Il ne peut pas y avoir de mise en œuvre de la réforme sans qu'il y ait des mesures financières avant. Madame Partichou, est-ce que vous transigez, vous, à titre personnel, sur les principes qui guident votre vie ?
Comment imaginer un seul instant que les jeunes puissent nous considérer comme responsables si nous leur laissons les problèmes à régler sur leurs épaules? Nous avons pris un engagement avec le président de la République. Nous serons extrêmement transparents, extrêmement responsables, mais guidés par l'équité et l'universalité. Les mêmes règles pour tous, mais nous ne fuirons pas nos responsabilités et nous ferons en sorte que le système rembarque la confiance des jeunes. Nous voulons éviter la guerre générationnelle et l'équilibre de la répartition, c'est la confiance des jeunes pour qu'ils puissent payer la retraite. Et pardon pour le retard, vous avez peur du 5 décembre ? Attendez, quand vous êtes sûr que le projet est important pour le pays et pour son avenir, vous intégrez le 5 décembre avec toute la considération que je porte aux salariés et aux Françaises et aux Français qui manifestent quelquefois leur douleur, leur souffrance, leur incompréhension. Vous ne changerez pas d'avis si ça dure, si c'est une grève dure? Mais chacun sait que le système universel est une exigence de la population et une exigence par rapport à l'avenir. Donc ce régime universel se mettra en place et il intégrera la disparition des régimes parlementaires et des régimes spéciaux. Ce qui n'interdit pas que nous puissions comprendre l'exigence d'un certain nombre de salariés qui nous disent « mais à 5 ans, 10 ans, 15 ans de ma retraite, vous ne pouvez pas changer les règles ». Donc il faut que nous arrivions, entre ces deux exigences, à trouver un chemin de compromis et je suis sûr que nous arriverons, par l'intelligence de chacun, à le trouver. Détermination, pas de brutalité, c'est ce qu'avait dit le Premier ministre, c'est ce que vous nous répétez ce matin. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye d'avoir été ce matin sur notre plateau.